Entendu dans le rappel des titres de Valentine Desjeunes qu'il y avait une collégienne disant j'espère qu'on va nous expliquer ce qui s'est passé hier, parce que le scénario n'est pas établi. Hein. Le scénario n'est pas établi. La professeure victime doit être entendue ce matin, justement, par les policiers. Elle n'a pas été entendue pour le moment, enfin par les gendarmes, pardon. Elle est hors de danger. Elle est hors de danger, il faut le préciser, effectivement, même si elle a pris des coups de couteau au visage. Le jeune homme ne sera pas entendu parce qu'il est plongé dans un coma artificiel pour au moins 48 heures. C'est ce qu'a expliqué la procureure hier. Il s'est donné des coups de couteau dans la jugulaire. La jugulaire et la carotide. Donc c'est effectivement... il est entre la vie et la mort. Il voulait se donner la mort. Son pronostic vital est toujours engagé. Je ne sais pas, mais en tout cas, il est dans un état où effectivement, il ne pourra pas donner d'explication. Alors vous imaginez bien que les enquêteurs ont récupéré chez lui tout le matériel informatique possible pour voir s'il a laissé des messages, voir si effectivement il a donné une explication au fait de s'être d'abord introduit dans un établissement scolaire avec un couteau, ce qui montre quand même la volonté de commettre quelque chose. Et puis ensuite, pourquoi cette professeure, d'après les premiers témoignages des élèves, il n'avait pas de querelle particulière avec cette professeure. Donc on a bien compris en regardant le sujet que c'est un élève qui avait une vie cabossée, un élève à grande difficulté, avec une propension pour l'ultra-droite et notamment une fascination pour les armes et le nazisme. À partir de là, les policiers vont essayer d'échafauder un peu le scénario des faits, mais aussi les motivations qui l'ont poussé à commettre ces faits. François René, on a vu là des collégiennes, et probablement une mère de famille, je ne sais pas, qui disait on reprend l'école aujourd'hui. Votre regard sur cette reprise qui doit... Alors j'imagine que vous n'avez jamais vécu de tel drame, mais on imagine le choc à la fois des élèves, des parents d'élèves et des enseignants, puisque c'était en l'occurrence une professeure de musique, qualifiée d'ailleurs de très gentille, de très peu autoritaire, ce qui ne manque pas d'étonner les élèves qu'elle ait été la cible de ce jeune homme. La reprise, de toute façon, est forcément compliquée dans un établissement choqué, troublé. Alors, vraiment, j'exprime aussi tout mon soutien parce que être professeur dans un établissement qui vit un drame, une crise aussi forte, même si on est préparé à ce genre de choses, on tente de s'y préparer au travers des plans de mise en sûreté, etc., je pense qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui de reprendre le travail. Et puis, quand on est personnel de direction, qu'on vit ces choses-là en termes de gestion collective, d'une part les familles, d'une part les enfants, d'une part les enseignants, il est très difficile de reprendre les choses, de rétablir la sérénité d'un établissement scolaire. Ce qu'on espère, c'est que sur place, on ait pu avoir le soutien rectoral et local, départemental, avec l'appui éventuellement des cellules psychologiques, parce que on a beaucoup d'élèves qui vont être extrêmement troublés, choqués. Qui ne le montrent pas forcément, parce qu'ils ne le montrent pas forcément, on est d'accord. Mais aussi des personnels adultes qui vont être extrêmement troublés. Ça, c'est incontestable. Pour avoir vécu depuis 18 ans chef d'établissement en Seine-Saint-Denis, on vit des moments parfois de tension, et puis des tensions qui peuvent être sociales, ou des événements comme en 2015. Les gens peuvent être très vite impactés et peuvent s'effondrer véritablement dans un établissement scolaire. Avec la volonté même de changer d'établissement pour, au fond, tourner une page. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Alors ça, on est sur des situations vraiment extrêmes de fragilité aussi individuelle. Mais globalement, ça heurte forcément la communauté. Anne Sénéquier, pendant que vous parliez, on voyait la une du Républicain Lorrain ce matin qui titre Professeur poignardé, un ado au profil inquiétant. Audrey Goutard le disait, il était fasciné, je cite, par l'idéologie nazie. On a retrouvé dans ses cahiers des dessins de voitures avec des symboles SS. Il avait même été sanctionné et exclu temporairement de l'école suite d'ailleurs à ces dessins. Et il était connu pour une radicalisation de l'ultra-droite. Ceci peut expliquer cela? Chaque histoire est différente. Ce qui est important, c'est d'arrêter de considérer tout ça comme des signaux faibles, parce que en 6 mois, on a quand même eu 4 événements similaires. Et 4 attaques au couteau, vous voulez dire? Oui, dans les établissements. Il y en a eu une à Nantes, il y en a eu une dans l'Essonne, une à Nogent, et il y a eu une attaque au couteau aussi en Haute-Marne en juin dernier, une surveillante tuée dans un collège. Exactement. Donc en fait, on a pris cette habitude de mettre à distance, mais là, ce qui se passe aujourd'hui dans ce collège, dans ce qu'on entend de ses élèves, de ses parents, c'est là où ce qu'on évoque, ce qui est loin, ce qui est ailleurs, pas chez nous, eh bien rencontre véritablement ce principe de réalité. Et je pense que finalement, plutôt, là évidemment,
il est fort probable qu'on mette en évidence le passé un petit peu compliqué de ce jeune avec le passage en famille d'accueil, sa fascination pour les armes et le nazisme. Mais en fait, il va falloir aussi comprendre qu'il y a quand même une lame de fond autour de la santé mentale des jeunes aujourd'hui et que le sujet, il est là finalement. Et c'est pas juste les jeunes qui vont pas bien. Les jeunes, ils grandissent. La violence n'est pas innée, la violence n'est pas inscrite dans notre ADN. En fait, la violence, elle est apprise, acquise par mimétisme. Et c'est là où c'est important, c'est que la société est de plus en plus violente, tout en se disant ah non, pas de ça chez nous. Mais à tous les niveaux, dans les familles, dans le monde du travail, dans les relations internationales, finalement, la violence aujourd'hui est mise en avant. Et il y a aussi la façon dont on éduque nos garçons, qui ont cette injonction à la virilité, à la puissance, au pouvoir, à être le plus fort et surtout ne pas parler de ce qui ne va pas, de ne pas être faible. Comment voulez-vous qu'ils expriment autre chose qu'à un moment donné passer à l'acte? Et je pense que c'est là où il faut véritablement qu'on commence à comprendre qu'il faut changer les choses, mais dans sa grande transversalité. Audrey Goutard. Oui, effectivement, c'est un vrai problème de société. Ce qui est troublant dans cette affaire, c'est que c'était un jeune homme avec, on l'a compris, une vie de foyer en foyer. Justement, je vous propose qu'on écoute la procureure qui précisément revenait sur le parcours cabossé de ce jeune homme de 14 ans et ensuite on reprend la discussion. On écoute la procureure. C'est un jeune homme qui était suivi sur le plan éducatif quasiment depuis sa naissance, étant d'abord placé en famille d'accueil où il a subi des violences de la part de la famille d'accueil, violences qui ont abouti à la condamnation de l'assistante familiale en 2024 par la Cour d'appel de Colmar. Audrey Goutard, Anne Sénéquier le disait, c'est un enfant qui lui-même a subi des violences dans sa famille d'accueil, qu'il a pu du coup reproduire en disant, au fond, c'est comme ça que fonctionne la société. Mais quand on regarde le parcours de ce jeune homme, les adultes ont été plutôt exemplaires. C'est-à-dire que dans un parcours cabossé, il se retrouve dans un foyer absolument terrible où il est maltraité. Il y a condamnation. De la famille d'accueil. De la famille d'accueil. Il est pris en charge ensuite. Alors je ne dis pas qu'il a une vie idéale, mais il est pris en charge par des psys. Il est écouté. Il est pris. Les adultes font le job. Quand on voit les insignes nazis, immédiatement le collège fait un signalement. Immédiatement, il est pris en charge par une équipe de psychologues. En fait, tout le process a été tout a été coché dans le process. Néanmoins, il commet cet acte de violence. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte de plus en plus aussi qu'il y a un monde d'adolescents, pour les adolescents qui vont mal, sur les réseaux sociaux, qui échappe complètement aux adultes. Il y a eu une série qui a marqué effectivement tout notre... Qui a gagné les Emmy Awards. D'ailleurs. Voilà, qui a marqué tout le monde, où on voyait une famille, alors cette fois-ci exemplaire, avec un jeune adolescent de 13 ans qui en arrive à poignarder une jeune fille. Et les parents découvrent que finalement leur adolescent avait une vie parallèle qui était complètement hermétique aux adultes. Et dans cette affaire-là, quand nos reporters sur le terrain écoutent les camarades de ce jeune homme, on se rend compte que ce jeune homme avait une attitude tout à fait particulière, extrêmement violente. Il montrait ses scarifications. Il était évidemment malheureux alors que les adultes pensaient faire le job. Donc vous voyez, aujourd'hui, il y a vraiment une problématique. Alors c'est l'adolescence, c'est que les adolescents se cachent des adultes, mais néanmoins, ils ont un espace terrible qui est aujourd'hui et qui sont les réseaux sociaux. François René, vous les repérez, vous, ces élèves au parcours cabossé, là en l'occurrence en famille d'accueil où visiblement, d'ailleurs ce matin il y avait Patrick Cohen dans son éditorial qui disait que près d'un enfant sur deux qui était en famille d'accueil avait un parcours compliqué par la suite. Par ailleurs, à la fois ils se cachent, on le disait, des adultes, mais en même temps ils se montrent. Ce sont les élèves qu'on repère dans les établissements, ce sont les élèves qu'on voit qui viennent sans arrêt heurter toutes les frontières et les limites qu'on peut poser, les limites de sanctions, les limites des adultes. Donc ce sont aussi des élèves que l'on voit et qui sont parfaitement repérés. Alors, comme pas celui-là. Dans tous les détails. Celui-là était suivi par plusieurs institutions. Il avait été auparavant, me semble-t-il, exclu d'un précédent établissement. Donc il était plutôt connu dans le réseau de l'éducation nationale. Et ce sont des élèves que l'on accueille avec évidemment de la bienveillance, mais aussi avec tout le marquage du parcours qu'ils ont subi. Alors,
autour de cela, c'est immanquablement le réseau de l'aide sociale à l'enfance, les adultes. On sait que ce sont des élèves qui sont profondément marqués, et ils le marquent y compris dans sa chair, on le disait à l'instant, donc qui ont des parcours extrêmement cabossés, c'est une réalité pour reprendre ce que vous disiez. Et puis, l'aide sociale à l'enfance aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de l'éducation nationale, et parfois on en parle avec les moyens qui peuvent être insuffisants. Médecine scolaire, on l'évoquait tout à l'heure, psychologue de l'éducation nationale. Est-ce que c'est à vous, vous êtes là pour enseigner, enseigner les maths, le français, les mathématiques. Est-ce que vous êtes là pour, j'allais dire, jouer des parents de substitution et dire, mais ça se fait pas, etc. Est-ce que c'est votre job? On passe d'un extrême à l'autre entre parents de substitution et institution. Je rappelle quand même qu'on s'appelle l'éducation nationale. Donc quelque part, le rôle éducatif, ça fait fort longtemps qu'on l'assume aussi. D'accord. Malheureusement, peut-être pas avec tous les moyens qu'il faudrait mettre en œuvre. C'est-à-dire, quand on évoque la médecine scolaire, on sait aujourd'hui que c'est malheureusement un désert à beaucoup d'égards, que les psychologues de l'éducation nationale font aussi ce qu'ils peuvent, mais à raison d'un ou d'une psychologue pour parfois un réseau d'établissements, eh bien, nous n'avons pas l'assise et l'accompagnement humain qu'il est possible ou qu'on aimerait avoir, en tout cas. C'est certain. Anne Sénéquier, quand on parle de santé mentale qui se dégrade chez les enfants, chez les adolescents, typiquement lui, il avait 14 ans, est-ce que, on le constate, et d'ailleurs comment, et deux, est-ce que ça s'explique? Alors on le constate, oui, dans les études se retrouvent au niveau international avec l'OMS qui alerte sur la santé mentale, qui dépasse aujourd'hui le milliard de personnes touchées par la santé mentale. Ça fait 1 personne sur 8 au niveau mondial, mais aussi au niveau de la jeunesse. Alors un sondage, je dis sondage parce que c'est pas vraiment une étude, c'est des gens qui se sont déclarés ou pas justement dépressifs, et on se déclare pas, c'est un diagnostic, mais qui déclaraient que quasi un quart des jeunes de 14 à 29 ans, si mes souvenirs sont bons, se sentaient dépressifs. Aujourd'hui, on le constate aussi dans les cabinets, et notamment depuis la Covid-19. Explosion depuis la Covid-19. C'était vrai avant, on sentait un truc qui montait, mais là, ça... Il y a une génération Covid alors? Ah oui, clairement. Là, et je pense qu'on en a pour ceux qui devaient être en petite section au moment du Covid en 2020, de cette génération Covid, on va les accompagner jusqu'à leurs 18 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2038. Et véritablement, parce que spontanément, moi j'allais penser attaquer les réseaux sociaux, ils s'enferment en faisant les jeux vidéo, mais non, vous me dites il y a une génération Covid. Les réseaux sociaux, c'est vrai que on va pouvoir les pointer assez facilement, mais en fait les études sont assez claires aussi là-dessus. Le visionnage de violence ou de jouer à un jeu vidéo ne rend pas plus violent. Ce qui est par contre vrai, c'est que sur une vulnérabilité particulière, telle que le profil de ces jeunes, eh bien, à un moment de frustration, et c'est ce qui avait été le cas avec ce jeune qui était venu poignarder une jeune fille. Pour avoir son téléphone, il sortait d'une partie où il avait perdu. Donc ça va peut-être être potentiellement l'étincelle sur une personnalité vulnérabilité, mais c'est pas la solution. Ce qui est problématique aujourd'hui, c'est justement ce devoir de transversalité. On arrive un petit peu au bout d'une impasse en essayant de trouver toujours des solutions simples et verticales. Mais les problèmes de la transversalité, c'est que c'est long, ça prend du temps et ça met aussi en contact des gens différents. Et vous parliez de l'éducation, l'école ne doit pas faire l'éducation, c'est une éducation partagée, c'est la famille, l'école, la santé, parce que l'école, et je me permets de faire une petite parenthèse là-dessus, c'est quand même le lieu idéal, et ça encore une fois, de par le monde, pour retrouver tous les enfants qui échappent au système médical, qui échappent au système social. C'est là où on va pouvoir les trouver. Et aujourd'hui, se dire qu'il n'y a pas de médecin de l'école, qu'il n'y a pas d'infirmier, qu'il n'y a pas de psychologue scolaire, là on a un problème, on a véritablement un problème. Audrey Goutard. Ces dernières années, dans ces agressions très particulières des mineurs avec des couteaux, on tombe généralement sur des mineurs qui ont été repérés, qui sont souvent suivis, malgré effectivement le fait qu'il y a très peu de, je suis complètement d'accord avec vous, trop peu de personnel médical et de psychologues dans les établissements scolaires, mais ce sont souvent des élèves qui ont été repérés parce que les établissements scolaires font le job, ils sont au quotidien avec ces enfants, mais dans les
cas les plus fréquents quand même, j'insiste, cet élève-là, il rentre avec un couteau, il est fasciné par l'idéologie nazie, il est repéré par les services de renseignement parce qu'il est sur les réseaux sociaux à rechercher justement tout ce qui a un lien avec l'idéologie nazie. Donc, chez un enfant qui n'est pas cadré, qui n'est pas encadré, et en l'occurrence là, c'est bien le cas, ces réseaux sociaux, je le maintiens, ça n'est pas le fait de jouer, c'est le fait d'avoir accès à des programmes d'adultes, si vous voulez, pour adultes, et des programmes surtout illicites. Ces enfants savent très bien regarder des vidéos sur les couteaux, sur les adolescents avec des couteaux. Vous avez des meurtres en direct aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pour un enfant fragile, on imagine bien à quel point ça peut être compliqué. Et l'idéologie nazie, le masculinisme que l'on retrouve aujourd'hui très prégnant dans les réseaux sociaux, avec énormément d'adolescents, puisque c'est l'âge où la sexualité est un peu encore en réflexion, évidemment, ils sont attirés et imprégnés par cette idéologie-là. François René, pour revenir sur cette question de la santé mentale qui se dégraderait chez les jeunes, est-ce que vous le constatez et est-ce que vous reprendriez à votre compte cette expression de génération Covid ? Ah, complètement. Je pense, alors en plus ça me permet de faire un relais parce qu'on évoque la violence en établissement et l'expression d'une violence. Moi ça fait quelques années quand même, et dans des territoires qui sont souvent un peu labellisés autour de la violence, malheureusement. Quand j'ai commencé, pour moi la violence en établissement elle était plus forte, mais c'était une violence collective. Donc on retrouvait des phénomènes de bande, on retrouvait des jets de projectiles dans beaucoup de lieux. Aujourd'hui, l'expression de la violence, c'est cette violence un peu individuelle, des individus qui sortent au milieu et qui sont plus facilement repérés, ou en tout cas qui passent à des actes extrêmement graves. On a une moindre diffusion à l'intérieur du groupe, même s'il reste, je le sais bien, beaucoup de phénomènes de bande par ailleurs. Mais sur la génération Covid, c'est incontestable. On le voit avec des enfants qui ont été plongés dans le mauvais bain et pendant une période durable, à un moment où il était essentiel que les choses se fassent en relation avec d'autres. On a des gens qui sont complètement abîmés par cette période qui a été... Parce qu'ils n'ont vu personne, ils n'ont pas sociabilisé, ils se sont renfermés et donc là... Il y a cet effet-là et puis je pense qu'il ne faut pas ignorer qu'on a tous été impactés par cette période-là. Ce ne sont pas que les enfants qui, à ce moment-là, auraient vécu recroquevillés dans un monde qui, à côté, vivait bien. Nous avons tous été impactés. En revanche, quand ceci se fait sur un terreau avec des enfants qui ont besoin de cet épanouissement et qui promet ou pas un avenir, je pense qu'on a marqué là, profondément, une génération d'enfants qui essayent, bon gré mal gré, de trouver son chemin. Anne Sénéquier, est-ce que les garçons ont souffert de la même façon que les filles ? Est-ce que cette violence, elle est genrée ? À chaque fois, on s'aperçoit que ce sont quand même des garçons à la manœuvre avec des couteaux. Est-ce que je me trompe en disant qu'on ne voit pas forcément de filles avec des couteaux ? On en voit moins, ou alors quand elles en ont un, c'est malheureusement pour se couper leur propre... la violence, elle la retourne contre elle-même. Exactement, c'est ça la différence dans la violence. Alors, on parle de la violence des jeunes, mais on peut l'élargir à toute la violence, les féminicides, et de fait, même on n'a même pas de terme pour tuer un mari. Donc, en fait, on se rend compte que oui, c'est genré pour la simple et bonne raison qu'on évoquait tout à l'heure sur quelle est l'injonction d'être un garçon pour un jeune et quelle est l'injonction d'être une fille. Et en fait... Il y a le culte du virilisme dont parlait tout à l'heure Audrey Goutard, cette injonction à être l'homme fort qui cache ses vulnérabilités. Bien avant même les incels qu'on voit sur les réseaux et ainsi de suite, mais la figure de l'homme, c'est celui qui fait les choses, qui prend en charge les choses et qui ne se plaint pas et qui ne va pas parler de ses faiblesses. J'écoutais un podcast hier qui parlait des pères de la génération et que, comme tous les pères de cette génération, ils ne parlent jamais d'eux-mêmes. Et en fait, on est encore là-dedans. Et quand on parle de santé mentale, en fait, j'ai encore moi des patients qui arrivent à me dire « mais je suis pas fou, on me dit de venir, je suis juste un peu triste ». Mais en fait, il va falloir aussi déstigmatiser ce que c'est que la santé mentale. La santé mentale, ça n'est pas que la grande pathologie hallucinatoire, c'est aussi pouvoir simplement se trouver anxieux, se trouver triste, avoir la boule au ventre d'aller à l'école parce que on se fait moquer tous les jours et ainsi de suite et ainsi de suite. Et dans ces situations-là, le jeune homme, lui, il peut pas en parler parce que c'est une faiblesse, parce que il va encore se faire moquer encore plus, on va le traiter de fille, alors un cata quoi. Et du coup, derrière, la colère qui monte,
peut-être effectivement aussi qui est alimenté par ce qu'il va entendre sur les réseaux sociaux, parce que en plus on a un double problème, c'est que tout ce qui parle de santé mentale sur les réseaux sociaux est à 90% créé par des gens non professionnels de la santé mentale, donc il y a des choses qui sont pertinentes, mais globalement le reste généralement ne l'est pas. Et ça va être justement à un moment donné cette montée en puissance, la goutte qui fait déborder le vase et le passage à l'acte. Et quand vous êtes une fille, eh bien ça suit le même process, sauf que ces réseaux sociaux vont vous renvoyer un miroir vis-à-vis de vous-même qui va être de plus en plus dévalorisant. Et à la fin, de toute façon, je ne vaux rien. Et effectivement, l'agression revient vers moi-même. François René, vous le constatez, ça les filles et les garçons, au fond, ce sont on parle beaucoup d'égalité, mais en pratique, surtout à cet âge-là, ce sont deux univers différents. Ce sont deux univers différents, et puis, comme le disait madame, que la représentation aussi des familles, c'est-à-dire que quand on a affaire aux familles qui viennent, on a des pères qui ne parlent pas, des mamans que nous-mêmes parfois nous renforçons en imaginant qu'on va plutôt faire appel à la mère pour avoir la discussion, et puis on voit arriver le père qui lui est le garant de la sanction. Donc on a des choses qui sont y compris renforcées dans le système traditionnel, familial, et donc oui, le papa peut être celui qui vient juste parfois pour la paire de gifles, et c'est épouvantable parce qu'on renforce, on est dans cette espèce de spirale infernale où les enfants voient les pères qui sont là pour régler des comptes, parfois à l'extérieur, parfois à l'intérieur de l'établissement. Avec la force. Avec la force, parce que, traduire ce qu'il en est de la souffrance familiale, traduire ce qu'il en est de la souffrance individuelle, on n'ouvre aucune béance. C'est hors de question. Donc on vient repositionner tout le monde à des places qui ne devraient pas être celles-là, en tout cas. Audrey Goutard, non ? On voit bien que de toute façon, il y a une étude qui a été faite par le ministère de l'Intérieur fin août sur les porteurs d'armes blanches. 20% des mises en cause porteurs d'une arme sont des mineurs, avec donc 3000 jeunes par an, et la majorité, que 99% sont des garçons. Donc, et on constate aussi une hausse de 15% par an de ces armes blanches et des saisies d'armes blanches. Donc vous voyez que c'est un problème de garçons, un problème de couteaux et effectivement un effet de mode. Et quand on interroge ces garçons, ils ne disent pas que c'est pour attaquer, ils disent souvent que c'est pour se défendre. Donc on voit aussi l'anxiété des garçons lorsqu'ils arrivent au collège, lorsqu'ils arrivent à l'école ou lorsqu'ils sont dans des groupes. Et j'ai un couteau non pas pour attaquer mais pour me défendre. Hein. Oui. C'est la logique du port d'armes américaine. Hein. C'est-à-dire il faut que je m'arme si jamais je suis attaqué. Dans certains secteurs, c'est ce qu'ils ressentent. Effectivement, c'est une violence genrée, mais c'est pas un problème de garçons, c'est un problème de société, parce que ce sont nous, les familles, qui éduquons nos enfants, la société, ce qui ressort dans les livres, on va plutôt dire dans les séries et ainsi de suite. Donc globalement, en fait, on a un petit peu tout à revoir, et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui. Ça permet à chacun de se dédouaner. Non, c'est les réseaux sociaux, non, c'est l'école, non, c'est les familles. Et finalement, après, quand on a une cause nationale sur la santé mentale, youhou, super, mais il n'y a pas de budget et puis il n'y a pas de personnel de santé, parce que ça fait 20 ans qu'on a lâché la santé mentale, et aujourd'hui, pouvoir faire de la santé mentale grande cause nationale, ça serait déjà pouvoir dire, peuple français, excusez-nous, mais nous avons lâché la santé depuis un moment déjà, aujourd'hui elle est en déshérence, on va s'y mettre pour reconstruire ça. Voilà, alors pendant que vous parlez, je change complètement de sujet, Anne Sénéquier. On voit le tribunal de Paris, le tribunal où l'on attend l'arrivée de Nicolas Sarkozy. Que France Info, nous serons en édition spéciale à partir de midi pour suivre en direct le délibéré de ce jugement. On en revient à cette professeure de musique poignardée hier, et on imagine, l'inquiétude de ces professeurs. Depuis le début de cette émission, on raconte comment la violence s'invite à l'école, comment les couteaux peuvent entrer dans les salles de classe, comment la violence elle aussi entre dans la classe, comment les enseignants, les professeurs vivent-ils ça? Voyez ce sujet de Manon Martel. Il y a 6 ans, Catherine Veil était professeure de mathématiques. Elle a dénoncé 10 incidents qu'elle a subis en quelques mois à son rectorat, compilés dans ce document. Un élève connu comme perturbateur l'a traité de sale pute dans le couloir de l'établissement. Un élève s'est introduit à son cours, a refusé de sortir en prenant la classe en otage. Il n'y a eu aucune réaction à tous mes rapports d'incidents. Jusqu'à un jour de février 2019, où elle est agressée dans sa classe entre deux cours. D'un coup, l'élève
qui avait pris la classe en otage l'avant-veille, est rentré et m'a demandé est-ce que c'est vous qui avez écrit un rapport sur moi? J'ai dit oui. Et 30 secondes après est rentré l'agresseur cagoulé qui s'est approché à 1 mètre de moi et m'a projeté à bout portant le gaz lacrymogène. Elle a depuis quitté l'éducation nationale. Combien de professeurs sont agressés chaque année? Le ministère de l'Éducation ne nous a communiqué aucun chiffre. Mais un rapport sénatorial recense 900 professeurs menacés avec armes en 2018. Le nombre d'incidents augmente en collège et lycée. Plus de 68 000 recensés en 2018-2019. Plus de 90 000 5 ans plus tard. Des chiffres qui relancent le débat autour des portiques de sécurité ou de la fouille des sacs. Les syndicats, quant à eux, considèrent que la sécurité est avant tout une question de moyens humains. On a besoin de plus d'adultes dans les établissements scolaires pour s'occuper des élèves, pour repérer les signaux faibles. Vous savez, des élèves qui vont pas bien, les élèves dont on voit bien que ils sont peut-être pris dans des spirales qui nous échappent. Et ben ça, plus on a d'adultes auprès des élèves pour pouvoir les repérer, plus ça évite le passage à l'acte. Les syndicats demandent aussi une revalorisation des salaires pour attirer plus d'enseignants et de personnel éducatif. François René, on a vu dans le reportage cette professeure qui a signalé plusieurs actes de violence dont elle a été l'objet, qui n'ont pas donné de suite. Et ben elle est partie à la fin. Certains enseignants ont l'impression que à quoi bon reporter les actes de violence? Je passe pour une personne faible qui ne tient pas ma classe, et de toute façon ça ne sert à rien. On a évoqué ce phénomène pas de vague. Très honnêtement, aujourd'hui, le suivi éducatif au sein des établissements, et y compris par les directions des établissements, il est quand même extrêmement près de ce qui se passe. C'est-à-dire que on sait que pour qu'un établissement vive correctement, il faut traiter les situations qui peuvent arriver. Donc, le suivi éducatif, les sanctions éventuelles, les réceptions des familles, c'est le lot quotidien d'un établissement scolaire. C'est ce qui, d'ailleurs, requiert souvent le plus de temps, l'accueil des familles, parce que poser des sanctions, ça c'est relativement facile à faire. C'est un acte quasi administratif uniquement. Mais en fait, il faut l'accompagner aussi de tout ce qu'il faut de rencontres, famille, élèves. Et ça, c'est indispensable. Malheureusement, y compris quand on est chef d'établissement, on a de moins en moins le temps de le faire, de recevoir correctement une famille, de pouvoir l'orienter vers... Parce que quand on a des faits de violence et qu'on pose par exemple une sanction de 8 jours d'exclusion, qu'est-ce qu'on fait pendant ces 8 jours? Si on n'a pas un relais intrafamilial, si on n'a pas pu expliciter convenablement ce qui se déroulait, on pose une sanction un peu dans le vent. D'ailleurs, ce qui est très remarquable, c'est que souvent lorsqu'on exclut des élèves, ils sont à l'extérieur de l'établissement et on les voit depuis les fenêtres. En train de vous narguer? Pas de nous narguer. Ils aimeraient être là, hein. Ah ouais. Mais bien sûr. Ils le vivent mal, donc. Mais évidemment, il faut être au milieu de la société pour être quand même reconnu par les pairs et vivre. Mais ils traînent dans la rue, c'est pas leurs parents qui leur disent. Ils sont là devant l'établissement. On pourrait imaginer qu'ils pourraient aller s'égayer et faire autre chose. Non, ils sont là parce que les copains sont là, la vie et les repères sont là. Anne Sénéquier, est-ce que face à cela, on a un métier d'enseignant? On sait qu'on l'a dit dans le sujet, il manque 2500 enseignants, là, je crois, devant les élèves. Hein. On a un métier qui est mal payé, l'objet de violence à l'école, et j'allais même dire donc des élèves et même des parents d'élèves qui peuvent prendre fait et cause contre vous et pour leur enfant en cas de sanction. Oui, est-ce que c'est une dévalorisation psychologique et financière de ce métier? Oui, c'est une dévalorisation du statut de l'enseignant véritablement au niveau sociétal, et on le retrouve effectivement dans les classes. Hein. Je m'occupe aussi des adultes et j'ai plusieurs enseignants à tous les niveaux qui me rapportent des choses mais complètement dantesques, mais les parents qui contestent les notes. On a même vu récemment au niveau faculté une étudiante qui contestait toutes ses notes et qui n'était pas d'accord avec la non-validation de sa licence. Mais qui demandait d'argumenter, enfin un truc complètement dément sur des actes de violence, des parents qui disent c'est bon, ça c'est pas grave, c'est juste un doigt d'honneur, on va pas faire un sketch pour ça, et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure par rapport à ce qui s'est passé dans le Bas-Rhin avec un jeune ado qui est reconnu finalement par toutes les instances
Et on se rend compte en fait que tout le monde sait tout, mais il ne se passe rien. Et aujourd'hui, on en est un petit peu dans cette situation, et on revient effectivement sur le manque de moyens, d'ambition politique et de ressources humaines, parce que on arrive à détecter, mais on n'arrive pas à détricoter ce qui se passe. Parce que concrètement, quand on exclut un jeune pendant 8 jours et que la famille derrière ne fait pas le relais, c'est réagir d'événements de violence par la violence. Tu es exclu. On ne construit rien derrière. Et ce qui permet à l'être humain d'être résilient face à la violence, parce que tous les jeunes qui passent par l'ASE ou tous les jeunes qui vivent des choses difficiles ne sont pas pour autant des agresseurs en puissance. C'est l'étayage qu'on a autour. Et l'étayage, c'est qui? L'étayage, c'est la famille. L'étayage, c'est le club de sport. L'étayage, c'est un professeur. L'étayage, ça peut être n'importe qui, en fait, mais il faut qu'il soit là. Et sur certains profils, comme peut-être et probablement ce qui s'est passé dans le Bas-Rhin ou dans ceux qui ont fini par passer à l'acte, eh bien, il n'y a plus ces étayages-là. Il n'y a plus personne de référence que je peux aller voir pour dire là ça va pas, j'ai besoin d'aide, ou te dire bon écoute là ça va pas, tu pars en vrac. Il y a plus cette personne référence là, et c'est ça qu'il va falloir essayer de reconstruire en termes de société aussi. François René. Brièvement, on pose la question de la quantité de professeurs parce que c'est nous-mêmes, nous en faisant le constat, on a fait une enquête qui nous montre qu'effectivement à la rentrée nous n'avions pas tous les enseignants. Vous avez des parents qui disent tiens ça fait 3 mois ou 15 jours que mon enfant n'a pas de prof de maths, n'a pas de prof. Oui, ça c'est le vrai problème des établissements scolaires, c'est les remplacements de longue durée, pas ceux qui sont pour une journée. Ça, du coup, on va voir le chef d'établissement en disant mais c'est quoi ce bazar? Vous êtes en train de casser la vie, le futur de mon enfant. Alors, ça se formule pas comme ça, mais on est dans une attente très forte. Et puis, de notre côté, nous sommes évidemment tiraillés parce que la gestion micro-locale des moyens humains, des professeurs, ce n'est pas de notre fait. On est sur une institution aujourd'hui qui peine à trouver, à recruter et à avoir. Il y a des matières qui sont plus lettres, mathématiques, et donc ce sont quand même des matières éminemment importantes. Et puis, dans les filières professionnelles, on a aussi des spécialités qui sont extrêmement carencées. Mais il y a aussi la qualité, c'est-à-dire comment on forme des enseignants. Et former des enseignants dans un environnement qui nécessite d'avoir de la prise en charge, eh bien, malheureusement, la formation enseignante, elle se réduit. C'est-à-dire la prise en charge, c'est-à-dire il faut tenir sa classe, et ça, on n'y est pas. Mais au-delà formé. de tenir sa classe, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que profondément être enseignant dans une posture d'adulte face à des gens qui sont en construction? Et ça, ce n'est pas forcément quelque chose que l'on développe durablement. Or, ça nécessite de vraies compétences professionnelles. Et les enseignants, il faut leur faire confiance, ils font ce qu'ils peuvent, mais pas toujours avec les moyens et humains, et puis surtout la formation tout au long de la vie pour être ces personnes contre lesquelles on vient se heurter. Est-ce que il y avait un sujet qu'on va pas passer parce que je voudrais vous en montrer un autre sur le téléphone portable qui a été interdit pour cette rentrée au collège. Et il y a une enseignante qui disait quel soulagement, comme si ils craignaient. Elle avait l'air de dire leur cours était filmé en douce et ensuite se retrouver sur les réseaux sociaux. Non, ça arrive pas ça. Je veux dire, ça peut arriver, mais très honnêtement, je pense que c'est une situation. Alors, est-ce que ça empoisonne la vie des enseignants, les téléphones portables qui sonnent dans les cartables ou? Ça peut arriver. Je rappelle que depuis 2018, nous avions une loi qui interdisait l'usage du téléphone portable au sein des collèges. Alors pourquoi l'a-t-on trompetté à cette rentrée scolaire? J'aimerais le savoir profondément. Parce que c'était déjà en cours. On parlait des portiques tout à l'heure. Parfois, il faut mettre d'autres portiques. C'est peut-être ceux autour des téléphones portables. En l'occurrence, le téléphone portable, oui, on comprend socialement et collectivement que ça puisse être un problème. Oui, c'est un problème quand l'élève peut l'avoir sur lui, qu'il ne l'a pas désactivé et que c'est une espèce d'obsession. Mais la réalité, c'est que ce sont des cas marginaux, qu'on les confisque, qu'on les rend à la famille, et ça se déroulait plutôt pas mal jusque-là. Pourquoi pas imaginer un dispositif qui soit plus ample avec ces portables qu'on dépose à l'entrée. Mais la réalité, c'est que être chef d'établissement, être assistant d'éducation, c'est un métier à temps plein, et rajouter ce temps-là à l'entrée dans les établissements, puis à la sortie dans les établissements. Ah, c'est fastidieux? Moi, j'ai un établissement de 850 élèves. Ah ouais? S'il faut vous emmêlez les pinceaux de temps en temps dans les téléphones portables? On imagine que on est d'une part. C'est pas le mien. Et puis c'est du coût, une pochette qui doit désactiver, c'est aussi un coût entre 7 et 15 euros par élève. Ça, c'est une solution. Puis il y a d'autres solutions qui ont été trouvées avec des casiers, etc. C'est pas si évident que ça. En fait, ça va pas de soi. Et puis surtout, ça répond en partie à une problématique. Parce que les réseaux sociaux, oui, c'est un problème, mais c'est un creuset dans lequel s'expriment des tas d'autres choses. C'est-à-dire que si on est déjà dans une configuration violente, on va sans doute aller vers cela. Moi, j'ai un grand garçon de 18 ans. Les réseaux sociaux, c'est formidable pour ce qu'il y fait.
Donc attention. C'est-à-dire ça permet de s'échanger des cours. Mais il passe son temps sur les médias, sur la presse, il passe du temps à investiguer des tas de choses. Ça dépend absolument. Donc on le disait, c'est un effet de miroir et d'amplification. On peut pas taxer les réseaux sociaux dans l'absolu. D'accord. Audrey Goutard, vous vouliez... Et puis la notion d'exemplarité, en fait, c'est toujours ça. Si on peut pas reprocher à des adultes, enfin des jeunes en devenir qui sont comme des buvards, d'être mieux que nous. Les téléphones portables, pardon, mais j'en ai pas. Vous en avez un, moi j'en ai pas. Voilà, les adultes passent leur temps sur leur téléphone, le nez sur leur téléphone portable. À l'entrée des écoles, il y a parfois effectivement le monsieur qui fait l'entrée, qui lui-même est sur son téléphone portable. Donc voilà, il y a l'exemplarité. Là, on voyait les images de Nicolas Sarkozy et son procès. L'exemplarité, on peut pas demander aussi aux adolescents d'être mieux que les adultes. Donc il y aura toujours des adolescents qui feront des bêtises. Et nous sommes dans une société violente, mais quand même moins violente que dans les années 70-80, il faut le rappeler. Et pourtant, le métier d'enseignant, peut-être, on l'appelait autrefois, je sais pas si c'est toujours le cas, le plus beau métier du monde. Je propose de regarder le cas, et il peut susciter toujours des vocations, le cas de cet avocat d'affaires qui a accepté de diviser son salaire par 2 pour devenir professeur de lettres à Marseille. C'est un reportage de Florence Mathieu. Quitter le monde de la finance pour l'éducation nationale. Alexandre Zitoun n'a pas hésité. Ancien avocat d'affaires, il est passé de plus de 5 000 € à 2 500. Bonjour à tous. Pour être prof de français. Bonjour. À Marseille. Bonjour. Bonjour. Je suis très content de faire la rentrée avec vous cette année. Enchanté tout le monde. On est une équipe et on va aller jusqu'au bout ensemble. Premier jour de classe et première règle à respecter, aucun retard toléré. Tu peux pas arriver 2 minutes en retard. 2 minutes en retard pour un médecin qui arrive 2 minutes en retard, ton patient il est mort. Est-ce que Pierre, je l'ai écrit sans E? Waouh. Tu as toutes les informations au tableau, je veux bien que tu prennes ton petit Tipex et que tu me les écrives correctement, Alex, s'il te plaît. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux savoir? En changeant de métier, rappelle-moi ton prénom. Il a redonné un sens à sa vie professionnelle. Aucun problème. Vas-y. Moi, avec mes 4e, d'habitude, je faisais des chansons d'amour. Tu rigoles? Même les garçons, ils étaient à fond. Je trouve qu'il est sympa, qu'il est gentil, et je pense que je vais passer une bonne année avec lui. Si un jour on a un problème avec lui, faut pas le chercher, hein, parce qu'il était avocat. Le choix d'Alexandre est rare. L'éducation nationale peine à recruter. Cette année, il manque plus de 2500 profs devant les élèves. Le métier n'est plus attractif. L'environnement est difficile, c'est-à-dire que les moyens qui nous sont alloués tendent à diminuer, mais l'essence du métier est quand même extrêmement gratifiante et c'est souvent ça qui fait rester les gens en fait au final. Depuis que je suis rentrée dans l'éducation nationale, j'ai pas arrêté de me dire que j'allais démissionner. Et à chaque fois, c'est les élèves, parce qu'ils me renvoient où je me dis non, en fait, je suis vraiment faite pour ça et bon, il faut tenir le coup, mais je pense pas que je tiendrai toute ma carrière. Alexandre exerce en zone d'éducation prioritaire. Lui espère tenir pour donner aux élèves des quartiers défavorisés les mêmes chances que les autres. Si dans le futur, je peux avoir la possibilité d'avoir pesé un petit peu sur l'avenir de certains de mes élèves en les ayant aiguillés vers la meilleure voie pour eux, c'est trop bien. Audrey Goutard, peser sur l'avenir des élèves. C'est vrai qu'on a tous connu des profs qui nous ont marqués. Prof. Ouais, voilà, et on se dit, si je suis là aujourd'hui, là où je suis, c'est peut-être grâce à lui. Ouais, on a tous un ou deux professeurs qui nous ont évidemment marqués, séduits intellectuellement, poussés. Mais c'est un ou deux profs. Hein. Honnêtement, moi, j'ai pas des souvenirs. C'est très gratifiant quand on se donne comme ce professeur là. Mais j'ai eu aussi des vieux professeurs qui annonnaient leurs cours depuis 20 ans, et j'ai des enfants qui me racontent la même chose. Donc ça m'inquiète toujours un petit peu de me dire que il y a 30 ans il y avait des professeurs comme ça, et aujourd'hui ils sont toujours là. Après, je vois des professeurs ou des proviseurs comme monsieur qui sont dans des zones d'éducation prioritaire comme cet ancien avocat, et qui ont une vraie vocation, mais c'est pas simplement la vocation de bien faire leurs cours, la vocation d'imprimer quelque chose sur leurs élèves. Alors c'est un peu égotique, mais en même temps, quel super moteur. Anne Sénéquier, le parcours de ce professeur marseillais vous a fait réagir. Oui, on le croise souvent, cette envie de redonner du sens, de sortir un petit peu de la dissonance cognitive, de faire un job pour lequel on ne trouve pas trop de sens. Je suis avocat d'affaires,
qu'est-ce que je fais? Ça dépend de quelle affaire en fait. Si vous êtes en train de lutter contre les énergies fossiles, pourquoi pas, mais si vous êtes en train justement de lutter pour les énergies fossiles et que par ailleurs vous êtes dans une association pour l'environnement proche de chez vous, effectivement ça fait sens. Et la problématique, je pense que il faut se rendre compte aussi qu'en société aujourd'hui les grilles de salaire valorisent des métiers qui n'aident pas la population. Et un financier va être très bien valorisé financièrement et un prof ne l'est pas. Et je veux juste mettre une petite parenthèse sur ma propre expérience personnelle où en sortant de mes études, j'étais médecin hospitalier qui déjà ne sont pas extrêmement payés après leurs 12 ans d'études. Je suis partie dans l'humanitaire à temps plein. On m'a proposé un salaire divisé par 2, ce que j'ai fait pendant 3 ans. Mais en même temps, à un moment donné, vous pouvez pas dire aux gens venez, ayez des profils super spécifiques parce que maintenant c'est ce qu'on demande, des moutons à 5 pattes, sans que ça soit payé en vous disant ah mais non mais vous le faites pour le bien de l'humanité, arrêtez de vouloir de l'argent. Mais ça c'est très franco-français en fait. On peut vouloir changer les choses et pour autant avoir besoin de vivre comme tout le monde. Voilà. Et en tous les cas, on termine sur cette expérience positive. Merci beaucoup de nous avoir suivis.